Pas Miyako, oui, je te vois. Oui, Tu es prête. Donc Miyako, tout à fait. qui est invitée pour le travail qu'elle accomplit en traduction de manga. On l'a rappelé tout à l'heure, hein, elle en a traduit un peu plus de 200. Elle est même lauréate d'un prix, un des rares prix décernés aux traducteurs, qui est le prix Konishi, et qui va donc nous parler de la traduction, enfin du manga et de sa traduction. Je Oui, te laisse la parole, Miyako. merci beaucoup, Jean-Philippe. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne Ah, très bien? bien, Oui, très bien, ouais. d'accord. Bon, bah, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir vous parler de manga aujourd'hui, puisque bah, moi-même, j'étais une grande lectrice de manga dès l'enfance, donc dans les années 80, à une époque où en France, le manga était quand même, enfin, avait une image assez négative. Et combien de fois on m'a dit: «Ah, mais le manga, c'est violent, c'est vulgaire, et puis c'est pas de la culture». Et je me réjouis de voir que de plus en plus en France, on se rend compte de la diversité qu'offre le manga, de sa richesse. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, du manga en général et plus particulièrement de la traduction, puisque ma passion pour le manga m'a conduite plus tard donc, à devenir, entre autres, traductrice de manga. Euh, donc pour moi, vraiment, le manga, c'est de la bande dessinée, mais japonaise. C'est-à-dire que c'est un art séquentiel, comme disait Laurent tout à l'heure. On a donc de l'image et du texte, divers genres, qui s'adressent à un lectorat varié. Après, la bande dessinée japonaise a quand même quelques particularités, c'est-à-dire... Oui. J'ai coupé le son, Ah excuse non. ces interruptions, vas-y. Et donc, une des particularités, c'est que la plupart des mangas sont en noir et blanc. Alors, ils se lisent de droite à gauche. Ils ont un rythme de publication particulier, c'est-à-dire que les mangas paraissent d'abord sous forme de feuilletons dans des revues mensuelles, hebdomadaires, et ensuite, elles paraissent en volume relié. Ensuite, il y a un nom pour différentes catégories de lecteurs, c'est-à-dire qu'on parle de shonen, par exemple le manga shonen qui s'adresse aux jeunes garçons, donc ce sont souvent des mangas d'action, de sport, d'aventure, ou encore de science-fiction. Il y a l'équivalent pour les jeunes filles qui est le shoujo. Alors on a tendance à penser que ce sont que des histoires un peu d'amour à l'eau de rose. En fait, pas du tout. Il y a vraiment une grande de richesse dans la narration, dans le dessin, dans les thèmes abordés, et une grande variété de choses qui sont traduites en France et disponibles. Ensuite, on a le seinen et le josei, qui sont donc les équivalents pour un public plus âgé, plus mature. Et chacune de ces catégories va donc traiter de différents genres extrêmement variés. On a du manga d'horreur, de la romance lycéenne, de la fantasy, du manga historique. Et c'est vrai que moi, bah, quand j'étais petite, le fait d'avoir lu beaucoup de mangas m'a conduite à m'intéresser à des choses tout à fait diverses et variées, telles que ça peut être la mythologie grecque ou les récits de Ray Bradbury, entre autres. Et donc, au Japon, le manga fait vraiment partie de la culture populaire. Et ça représente un marché énorme. Donc, les mangas à succès sont adaptés en dessin animé, en film, en jeux vidéo. Ils sont aussi déclinés en goodies. On les voit sur les paquets de bonbons. Enfin, on en voit vraiment partout. Et en France aussi, donc on constate là une vague une grande mode du manga qui fait que donc 2020 et 2021 ont été des années particulièrement exceptionnelles en en vente de mangas. Donc là, pour reprendre les chiffres des données GfK, donc 2021, c'était une année record pour la bande dessinée de manière générale, puisque les ventes de bande dessinée ont augmenté de 60% en 2021. Elles représentent 24% du marché du livre, juste après la littérature générale. Et donc, ça signifie qu'un livre vendu sur 4 est une bande dessinée. Et parmi donc, ces bandes dessinées, 1 sur 2 est un manga. Donc, ce sont des chiffres vraiment assez impressionnants. Vous pouvez les retrouver sur le site de GfK, tous ces chiffres. D'ailleurs, vous les connaissez peut-être déjà. Et pour expliquer donc, ce grand succès de manga, il y a plusieurs facteurs. Moi,
je m'intéresse beaucoup à ce que dit Xavier Gilbert, qui est un spécialiste du manga, qui est également rédacteur en chef du site du Neuf et qui est commissaire d'exposition. Il a notamment été commissaire pour l'exposition Shigero Mizuki à Angoulême cette année. Et donc, pour lui, il y aurait plusieurs dynamiques qui seraient à l'origine donc, de cet énorme succès 2020-2021 du manga. Donc, il parle d'abord d'un assainissement du segment du manga. C'est-à-dire qu'avant, on avait un marché qui reposait sur 3 énormes succès. Mais en fait, il y a certaines séries donc, qui se sont terminées, d'autres où les sorties françaises ont rattrapé le rythme de publication japonais, donc il y a eu un ralentissement. Et donc, par là, il y a eu un fléchissement des ventes qui a permis une diversification. On a vu d'autres, plus seulement ces gros succès, mais d'autres choses apparaître. Et cette diversification a touché autant les éditeurs de manga que les lecteurs. Ensuite, il y a le fait que les lecteurs de manga des années 2000-2005, donc c'est-à-dire quand il y a eu le premier boom du manga, ils sont arrivés dans la vie active et donc leur pouvoir d'achat a augmenté. Il y a une autre conséquence, c'est que ils ont maintenant des enfants, ces lecteurs des années 2000, et ils ont un regard plus bienveillant sur le manga, un regard apaisé. Ils considèrent que le manga est une lecture légitime, donc ils vont plus encourager leurs enfants à lire du manga. Ensuite, il y a aussi la place des plateformes de streaming, notamment Netflix ou je pense à Crunchyroll, toutes sortes de sites qui mettent en avant les dessins animés japonais, qui entraînent aussi une dynamique. Et donc des gens qui commencent à s'intéresser aux dessins animés peuvent ensuite vouloir lire les séries desquelles elles sont adaptées. Et ensuite, il y a aussi le Covid, donc la pandémie qui a fait que une partie des dépenses qu'on consacrait aux loisirs, c'est-à-dire les vacances, tout ça, ont été reportées vers le livre en général et la bande dessinée en particulier. Et enfin, il y a eu le coup de pouce du Pass Culture qui est venu s'ajouter à cette dynamique. Donc, dans ce contexte, les éditeurs de mangas sont très dynamiques. Il y a de nouveaux éditeurs qui ne cessent de faire leur apparition. Donc, aux traditionnels grands éditeurs qu'on connaît, qui sont Glénat, Kana, Pika, Kiun ou Delcourt Tonkam. Donc, on a aussi donc, des indépendants comme le Lézard Noir, IMHO, Cornelius. Il y a donc des nouveaux acteurs qui sont apparus ces dernières années. Donc, je pense notamment à Vega Dupuis. Donc Vega qui a été racheté par Dupuis, qui a notamment publié Pélélu, dont parlait Patrick à l'instant. Il y a aussi les éditions Naban, Noévé Graphics et enfin Mangetsu. Et donc, tous ces mangas, il faut les traduire. Et c'est là que donc, je vais vous parler un peu plus des traducteurs de manga. Donc, les profils de ces traducteurs sont assez variés. La grande majorité de langue maternelle française, évidemment, puisque normalement on traduit vers sa langue maternelle. Certains travaillent depuis le Japon. L'avantage du métier de traducteur, c'est qu'on peut à peu près travailler de n'importe où, tant qu'on a son ordinateur et les livres qu'on doit traduire. Et puis, il arrive que certains travaillent en binôme, c'est-à-dire qu'on a une personne de langue maternelle japonaise et ensuite un adaptateur qui ne parle pas forcément le japonais et ils vont travailler en collaboration pour faire ces traductions. Alors, la traduction de manga, quelles sont ses spécificités et ses difficultés? Alors déjà, il y a la contrainte de la taille des bulles. Déjà que le japonais est une langue qui prend moins de place que le français, donc il faut vraiment être clair et concis dans la traduction, ce qui est en fait un excellent exercice qui peut servir dans d'autres domaines. C'est-à-dire que, par exemple, moi je fais aussi du sous-titrage de films et du sous-titrage de théâtre, donc ce que j'ai appris en traduction de manga m'a beaucoup aidé pour ces autres traductions et inversement. Alors parfois, l'éditeur peut aussi tricher en agrandissant la taille des cases. C'est quelque chose qui est arrivé pour cette série qui s'appelle Les Chroniques new-yorkaises de Akino Kondo, qui est sortie au Lézard Noir. Et donc, le japonais s'écrivant de haut en bas, on a des cases vraiment, des rectangles en longueur, sauf que quand on mettait l'équivalent en français, ça faisait des césures à chaque ligne et c'était vraiment illisible. Donc là, avec l'accord
de l'autrice et de l'éditeur japonais, l'éditeur français. Donc le Lézard Noir a fait le choix d'agrandir un peu la taille des cases pour privilégier quand même le confort de lecture. Une autre contrainte, c'est l'ordre des mots, parce que le japonais et le français n'ont pas le même ordre de mots. Par exemple, le verbe est la plupart du temps à la fin en japonais. Et dans les mangas, parfois, une longue phrase va s'étirer sur plusieurs bulles ou sur plusieurs cases, mais il faut qu'une bulle en particulier corresponde aussi à l'image. Et donc, il faut aussi parfois jongler avec les mots pour que l'impact du texte-image soit respecté en français aussi. Donc, ça demande une petite gymnastique. Mais après, cette présence de l'image, elle peut aussi être un avantage, c'est-à-dire, par exemple, si le japonais est trop explicatif, qu'il y a trop d'informations et que ça devient lourd en français, si certaines de ces informations sont déjà dans l'image, on peut peut-être en rogner, en enlever certaines en français. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rythme des cases va influencer inconsciemment la traduction. C'est-à-dire que moi, le premier jet, je le fais sur un fichier Word que j'envoie à l'éditeur, puis l'éditeur me renvoie le fichier mis en page. Et une fois que je vois mon texte au milieu des images, j'ai envie de changer énormément de choses. Je trouve que je remarque des problèmes de fluidité que je n'avais pas vus lors de mon premier jet. Donc c'est toujours, la présence de l'image va toujours avoir une place extrêmement importante dans le processus de traduction. Une autre particularité, c'est les onomatopées. Donc le japonais est déjà à la base une langue très riche en onomatopées, et elles sont particulièrement présentes dans la bande dessinée. Les onomatopées japonaises, elles se divisent en deux catégories. On a ce qu'on appelle les gyongo. Ce sont des onomatopées qui expriment donc des sons ou des bruits tels que le bruit du tonnerre, le bruit des applaudissements. Donc tout ça, c'est assez facile à traduire, puisque ou bien on a un équivalent en français, ou bien on peut facilement imaginer, inventer un son. Par contre, on a aussi des onomatopées qu'on appelle les gitaego, qui expriment des sentiments, des situations. Par exemple, quelqu'un qui est timide, pour exprimer sa timidité, on va avoir ce personnage avec en onomatopée à côté Modi Modi. Donc, ça veut juste dire qu'il est un peu hésitant. Donc ça, par exemple, pour exprimer la timidité sous forme d'onomatopée, ça demande un petit travail d'imagination, ou ça peut être l'énervement, ira ira, qu'on peut éventuellement traduire par un grrr si le contexte s'y prête. Donc la traduction d'onomatopée aussi, c'est tout un travail pour les traducteurs de manga. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps. Je t'entends pas. Excuse-moi, il te reste 3-4 minutes. Ok, très bien. Alors, mais quoi qu'il en soit, mon approche, elle va être quand même différente selon la nature du manga. C'est-à-dire, pour un manga contemporain qui se passe de nos jours, la question que je vais toujours me poser, c'est comment le personnage dirait ça en français. Je vais vraiment privilégier la fluidité. En revanche, dans un manga comme Je suis Shingo, qui est un manga de Kazuo Umezu, un auteur des années 70-80, où il y a vraiment un aspect un peu vintage, entre guillemets. On voit que même dans le découpage des cases, c'est assez statique. Et quand je l'ai lu en japonais, je sentais que... Alors, c'est pas qu'il il a bien vieilli, mais il a vieilli, ce manga. Les personnages s'expriment d'une certaine manière, et donc je vais respecter ça quand je vais traduire vers le japonais. Et donc, pour finir, je voulais parler aussi du fait que ce dynamisme du marché du manga avait aussi des conséquences sur le travail du traducteur. C'est-à-dire que, par exemple, de plus en plus d'éditeurs vont faire ce qu'on appelle le simultrad. Donc, c'est la traduction simultanée, c'est-à-dire
que les traductions sortent sur des plateformes dédiées, numériquement, au même rythme que la publication japonaise. Et ça, c'est un moyen pour les éditeurs de contrer tout ce qui est traduction illégale, puisque le succès du manga entraîne aussi énormément donc, de traductions illégales faites par des amateurs, des fans. Sur Internet. Donc, ça demande aux traducteurs une organisation complètement différente, puisque normalement, on a plusieurs mois d'avance pour faire ces traductions. Là, on reçoit un nouvel épisode chaque semaine ou toutes les 2 semaines. On a 2 jours pour le traduire. Donc, ça demande une organisation différente, mais bon, après, c'est une autre dynamique que certains aiment, d'autres non. Et aussi, les outils aussi évoluent, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai commencé récemment à travailler avec un logiciel qui s'appelle GeoComics. Il y a notamment tout le groupe Média Participation qui travaille avec, et là, c'est avec le Lézard Noir que je fais ça. Donc, c'est un logiciel de traduction assistée, donc, qui, dans sa présentation, dit qu'il permet d'accélérer de l'ordre de 30% le travail des traducteurs et des lettreurs. Donc, on a, comme vous voyez, donc à gauche, le manga en PDF, et il détecte tous les endroits où il y a des bulles à traduire. Il reprend le texte et nous, on a juste à ajouter la traduction. Il y a une option aussi qui est une retranscription par intelligence artificielle, c'est-à-dire que j'ai une pré-traduction par un logiciel, un traducteur automatique, en fait, qui me fait une pré-traduction. Alors, pour le moment, les technologies ne sont pas assez développées pour que ce soit vraiment intéressant pour moi d'avoir cette pré-traduction, mais je pense que ça va évoluer très vite. Et même si, bon, dans la traduction de fiction, on est encore assez à l'abri de la concurrence des traducteurs automatiques, il est fort probable que dans un avenir proche, les traducteurs doivent travailler avec ce genre de logiciel. Par exemple, on leur dira, voilà, le logiciel a fait une pré-traduction, donc on vous demande juste un travail de vérification qu'il n'y ait pas de faux sens, et puis de petite réécriture. Alors bon, ça, pourquoi pas, mais il faudra être vigilant pour pas que les conditions de travail des traducteurs s'en voient dégradées, notamment dans leur rémunération. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de nouvelles possibilités qui s'offrent au travail de traducteur, et c'est assez stimulant. Voilà. Et j'avais préparé juste quelques titres que j'aime bien pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le manga, pour les guider un petit peu. Très rapidement. Peut-être profiter, pardon, Miyako, parce qu'on pourra profiter de ta présentation, la partager avec le groupe fermé des libraires présents. Oui. D'accord, comme ça, ils découvriront la sélection que tu nous proposes. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Oui, ça me va tout à fait. Et puis, mais tu peux en reparler tout à l'heure. Je crains qu'on soit un peu pris par le temps à la fin. C'est pour ça, pardon, de te proposer pas cela. De problème. On a effectivement un petit peu débordé sur le temps. Là, on a un petit peu glissé sur le prévisionnel. Mais de façon très agréable. Hein. Mais c'est très bien. Hein, oui. Et encore, évidemment, je remercie immédiatement Miyako pour cette présentation vraiment intéressante et qui nous permet d'accéder vraiment, de toucher du doigt la réalité de cette activité de traduction et l'importance que revêt la traduction. J'ai même découvert beaucoup de choses, et notamment ces traducteurs automatiques qui arrivent dans le jeu et qui effectivement laissent envisager des évolutions qu'il faudra observer pour l'avenir. Je suggère, non pas parce que nous sommes très en retard, mais parce que ça me semble aller dans qu'il y ait une certaine logique, qu'on réserve des questions qu'éventuellement on souhaitait poser à Miyako, qu'on les réserve après la présentation qui vient, c'est-à-dire celle de Margot Nguyen, puisque celle-ci va aussi aborder la question de la traduction. Et je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir un lot de questions, une série de questions sur la traduction, sur laquelle Miyako, évidemment, pourra revenir une fois la présentation de Margot terminée, si tout le monde en est d'accord. Donc,